Je m'appelle Sarah Johnson, j'ai 76 ans, et ma vie est une cicatrice ouverte, taillée dans le sang et la trahison d'une nuit où le monstre qui m'a donné la vie a détruit tout ce que j'aimais. À 10 ans, j'ai vu le sang de ma mère éclabousser la table de la cuisine. Son corps s'effondrait sous un coup fatal, et j'ai appris que les vrais monstres ne vivent pas sous les lits, mais dans les cœurs de ceux qui partagent votre sang. Aujourd'hui, je suis cette vieille dame aux cheveux blancs qui vend des tartes au marché de Willow Creek, Kentucky. Un sourire plaqué sur les lèvres, mais des yeux qui hurlent une douleur ancienne. Cette histoire est une plaie que je porte depuis des décennies, et la raconter fait trembler chaque fibre de mon être. Si mon récit vous touche, je vous supplie de laisser un commentaire avec le mot « courage » pour me montrer que je ne suis pas seule à porter ce fardeau. Appuyez sur « j'aime » pour que cette vérité, aussi douloureuse soit-elle, atteigne ceux qui en ont besoin. Votre soutien est une lumière dans l'obscurité de ma mémoire. Je suis née dans une maison isolée, à 2 kilomètres d'un chemin de terre qui se transformait en boue sous les pluies torrentielles du Kentucky rural. C'était une maison simple, en bois brut, avec un toit qui fuyait au coin lors des tempêtes. Notre cour était vaste, envahi d'herbes hautes, avec quelques pommiers tordus, des poules qui grattaient la terre, et un vieux chien errant, Rusty, qui aboyait à chaque feuille qui tombait. Nous étions une famille ordinaire, en apparence mon père, James, ma mère, Mary, mon petit frère Tim, 2 ans plus jeune que moi, et moi-même, Sarah. Papa travaillait à la scierie, rentrant le soir avec l'odeur du bois et de la sueur collée à la peau. Maman, elle, ne s'arrêtait jamais, elle entretenait la maison, s'occupait de nous, cultivait un potager à l'arrière et lavait le linge des voisins pour joindre les 2 bouts. Ses mains, calleuses à force de travail, devenaient douces comme une caresse lorsqu'elle me coiffait le soir, me murmurant des histoires jusqu'à ce que je m'endorme. Mais cette douceur appartenait à un temps révolu, un temps avant que l'enfer ne s'installe dans notre foyer. Tout a commencé à changer quand j'avais 7 ans. Papa a commencé à se plaindre de migraines, des douleurs si intenses qu'il disait sentir un marteau frapper l'intérieur de son crâne. Jour et nuit, sans répit, il devenait irritable, explosant pour un rien, une assiette mal rangée, un cri de Tim, ou même le chant des oiseaux à l'aube. Maman essayait de l'apaiser, le suppliant d'aller voir un médecin en ville. Mais il était têtu, convaincu que c'était juste de la fatigue, que ça passerait, ça n'a pas passé. Les migraines ont empiré, et avec elles est apparu quelque chose de terrifiant, quelque chose qui me glace encore le sang. Papa a commencé à avoir ce que maman appelait des crises, sans prévenir. Il se mettait à trembler de tout son corps. Ses yeux se révulsaient, et il marmonnait des paroles insensées, comme s'il parlait à des fantômes. Parfois, il devenait violent, brisant des assiettes, renversant des chaises, frappant les murs jusqu'à ce que ses poings saignent. Madame Clara, notre voisine la plus proche, une femme au regard acéré et à la langue venimeuse, vivait à 1/4 de mile. Elle a été la première à murmurer le mot « épilepsie » en disant que son cousin en souffrait et qu'il fallait des médicaments. Mais Clara n'était pas une alliée. Elle colportait des ragots, insinuait que maman provoquait papa, que sa douceur cachait des secrets. Ses commérages empoisonnaient l'air, alimentant la paranoïa de papa. Il a fini par consulter un médecin après une crise particulièrement grave, où il a failli mettre le feu à la maison. Convaincu que des insectes rampaient sur les murs, le médecin a prescrit un médicament coûteux, difficile à obtenir, et papa le prenait à peine, disant que ça le rendait lent, incapable de travailler. Maman, désespérée, cachait les pilules dans son café, espérant le sauver. Mais quand il s'en rendait compte, sa colère était comme une tempête, il renversait la table, hurlant qu'elle voulait l'empoisonner. Tim et moi, terrifiés, nous cachions sous le lit, serrés l'un contre l'autre, tremblant au son de ses cris. Les crises s'aggravaient,
Papa voyait des choses qui n'existaient pas, parlait à des voix dans sa tête. Certains jours, il ne nous reconnaissait pas, appelant maman par d'autres noms, nous traitant, Tim et moi, de enfants du diable qui s'étaient infiltrés chez lui. Maman faisait tout pour nous protéger. Quand elle sentait une crise arriver, elle nous envoyait chez Mme Clara ou nous cachait dans l'abri à outils derrière la maison. « Restez silencieux, mes chéris », chuchotait-elle, « quoi que vous entendiez. » Et nous entendions des choses terribles, des hurlements, des objets brisés, les pleurs étouffés de maman, les accusations délirantes de papa. Il l'accusait d'avoir des amants, de voler son argent, de vouloir le tuer dans son sommeil. Une fois, en rentrant après une crise, j'ai trouvé maman assise sur le perron, un œil tuméfié, la lèvre fendue. Elle a essayé de le cacher. Me souriant faiblement, « Ce n'est rien, Sarah, je suis tombée contre la table. » Je savais qu'elle mentait, mais j'ai fait semblant de la croire, parce que c'était plus facile. Puis vint l'outrage qui me brûle encore le cœur, une blessure qui alimente ma rage à ce jour. Un soir, après une dispute où papa avait brisé une lampe, il s'en est pris à mon bien le plus précieux, une poupée en chiffon que ma grand-mère m'avait cousue avant sa mort. C'était mon refuge, mon lien avec un amour perdu. Il l'a arrachée de mes mains, riant de ma détresse, et l'a déchirée en morceaux devant moi, jetant les bouts dans la boue de la cour. « Pleure, petite, ça t'apprendra à me défier », a-t-il hurlé. Cette nuit-là, il m'a enfermée dans l'abri à outils, seule dans le noir, sous la pluie, pendant des heures. J'avais froid, j'avais peur, et je l'entendais rire à travers la porte, comme si ma souffrance était un jeu. Cette cruauté gratuite, ce plaisir qu'il prenait à me briser, a allumé une colère en moi, une flamme qui ne s'éteindrait jamais. Mais le pire était encore à venir. Les mois passaient, et la situation empirait. Papa a perdu son emploi à la scierie après avoir menacé un collègue avec un ciseau à bois lors d'une crise. Il s'est mis à boire, mélangeant du whisky à ses médicaments quand il daignait les prendre. Ce qui aggravait tout, l'argent manquait. Nous dépendions du linge que maman lavait et des légumes du potager. « Pourquoi ne partons-nous pas, maman ?» ai-je demandé une nuit, alors que nous ramassions les débris de vaisselle après une de ses rages. Elle m'a regardé, ses yeux fatigués, vieillie au-delà de ses 32 ans. Où irions-nous? Ma chérie, je n'ai plus de famille, pas d'argent. Et ton père, il n'est pas mauvais. Sarah, c'est la maladie. Quelque part dans cette tête tourmentée, il y a encore l'homme que j'aimais. Je voulais la croire, je le voulais tellement. Parfois, lors des rares bons jours, quand la douleur s'atténuait et qu'il prenait ses médicaments, nous retrouvions l'ombre de l'ancien papa. Il s'asseyait sur le banc en bois dans la cour, nous appelait pour regarder le coucher du soleil, racontait des histoires de son enfance, sifflait des airs anciens en réparant une clôture. Dans ces moments, maman le regardait avec un amour si intense qu'il me brisait le cœur, comme si elle s'accrochait à ces instants pour survivre. Mais ces jours devenaient de plus en plus rares, jusqu'à presque disparaître. Les crises étaient quasi quotidiennes, et entre elles, papa était soupçonneux, irritable, paranoïaque. C'est arrivé un mercredi soir, une nuit que je n'oublierai jamais. Une tempête d'été faisait rage, les gouttes de pluie martelant le toit en tôle comme des coups de marteau. Tim et moi étions au lit, faisant semblant de dormir, mais j'étais aux aguets, comme toujours lors des nuits orageuses. Papa détestait les tempêtes, disant que le bruit amplifiait les voix dans sa tête. J'ai entendu maman crier, puis le bruit d'une chaise qui tombait. Rien d'inhabituel. Malheureusement, j'ai tiré la couverture sur la tête de Tim, qui pleurait doucement. « Chut, ça va passer », ai-je menti. Comme toujours. Mais cette nuit-là était différente. Les cris se sont intensifiés. J'ai entendu maman supplier « James, pour l'amour de Dieu, pose ça. Tu ne sais pas ce que tu fais. » Puis un son que je n'avais jamais entendu, comme une pastèque qui s'écrase au sol, un choc sourd suivi d'un bruit humide. Puis,
Le silence, juste la pluie dehors. Ce silence m'a terrifiée plus que n'importe quel cri. Contre toute raison, je suis sortie du lit. « Reste ici », ai-je murmuré à Tim. « Ne bouge pas, quoi qu'il arrive. » Mes pieds nus ont fait craquer le plancher usé alors que je m'approchais de la porte de la cuisine. Entrouverte, laissant filtrer un ray de lumière. J'ai poussé la porte, juste assez pour voir. L'image est gravée dans mon esprit, aussi nette qu'une photographie. Maman gisait sur le sol en ciment, un filet de sang coulant de sa tête, formant une flaque qui s'élargissait lentement. Dans la main de papa, le pilon en bois qu'elle utilisait pour moudre les épices, maintenant taché de rouge. Ses yeux étaient vitreux, comme s'il était ailleurs. Les voix se sont arrêtées, a-t-il dit, d'une voix si calme qu'elle m'a glacé le sang. Elles se sont enfin arrêtées. Je ne sais pas s'il m'a vu, pétrifié d'horreur. Je sais seulement que j'ai couru jusqu'à la chambre, saisi la main de Tim, et nous nous sommes cachés dans l'armoire, blottis l'un contre l'autre, tremblants jusqu'à l'aube. Cette nuit-là, quelque chose en moi s'est brisé, une innocence que je ne retrouverai jamais. Mais ce n'était que le début d'un cauchemar bien plus sombre, un cauchemar qui me pousserait à la rage, à la révolte, à une soif de justice qui brûle encore dans mes veines. La nuit où le sang de ma mère a taché le sol de notre cuisine n'était que le prélude à un enfer plus profond. Un cauchemar où la peur et la rage se sont entrelacés pour former une chaîne qui m'étranglait lentement. À 11 ans, je n'étais plus une enfant, mais une ombre. Un fantôme vivant dans une maison où le monstre n'était pas un étranger, mais mon propre père, James, ce monstre, avec ses mains qui sentaient la terre et le whisky, a violé non seulement mon innocence, mais aussi ma foi en l'humanité. Chaque nuit, je priais pour que quelqu'un entende mes cris silencieux. Mais le monde autour de moi semblait sourd, aveugle, complice. Cette histoire, je la porte comme une blessure qui saigne encore. Et la raconter fait bouillir la colère dans mes veines. Si mon témoignage vous secoue, laissez un commentaire avec le mot « courage » pour me montrer que je ne suis pas seule. Appuyez sur « j'aime » pour que cette vérité, aussi cruelle soit-elle, brise le silence qui protège les bourreaux. Votre voix est une arme contre l'injustice. Après cette nuit fatidique, la maison est devenue une prison. Le silence qui suivait la mort de maman était plus terrifiant que ses cris. James a raconté aux voisins que Mary était partie rendre visite à une cousine malade à Louisville. Personne n'a posé de questions, pas même Mme Clara, cette vipère qui colportait des ragots comme on répand du poison. Elle venait parfois, jetant des regards méprisants sur notre maison délabrée, murmurant que maman avait fui à cause des crises de papa. Une femme comme elle, toujours à sourire, devait cacher quelque chose, disait-elle, un rictus sur les lèvres. Sa cruauté me donnait envie de hurler, de lui arracher ses mots de la bouche. Mais j'étais une enfant, et ma voix ne pesait rien face à la sienne. Tim et moi vivions dans la peur constante, cachés dans l'ombre de notre père, dont les crises étaient devenues imprévisibles, et dont les yeux, même dans ces moments de calme, semblaient toujours chercher quelque chose à détruire. Les nuits étaient les pires. James venait dans notre chambre, son pas lourd faisant craquer le plancher. Je faisais semblant de dormir, serrant Tim contre moi, espérant qu'il partirait. Mais trop souvent, il s'asseyait sur le bord de mon lit, son souffle empestant le whisky. « Tu lui ressembles tellement », murmurait-il, sa main glissant sur mes cheveux, puis sur mon visage, mon cou, descendant là où aucun père ne devrait jamais toucher sa fille. La première fois, j'ai cru mourir de honte et de terreur. J'ai voulu crier, mais sa main a étouffé mon hurlement, son odeur de sueur et de terre m'envahissant comme une vague toxique. Chaque nuit où il venait, un morceau de moi s'effritait, remplacé par une rage brûlante, une colère qui grandissait comme un feu que je ne pouvais pas éteindre. Je haïssais son toucher, sa voix, son existence, mais plus encore. Je haïssais le monde
qui laissait cela arriver. À l'école, j'étais devenue une étrangère. Evans, notre professeur, un homme austère aux lunettes épaisses, remarquait mon silence, mes notes qui s'effondraient, mais il ne faisait rien. Une fois, il m'a retenue après la classe, me demandant pourquoi je ne souriais plus. J'ai rassemblé tout mon courage, ma voix tremblante. « Papa, il fait des choses la nuit, des choses qu'il ne devrait pas. » Son visage s'est durci, et il a répondu « Glacial, Sarah, ne raconte pas d'histoire pour attirer l'attention. Ton père est malade, c'est tout, va t'asseoir. » Ces mots m'ont frappé comme une gifle, renforçant ma solitude. Il ne m'a pas cru, et cette trahison m'a enfoncé plus profondément dans ma colère. Comment un homme censé protéger les enfants pouvait-il être aussi aveugle? J'ai cessé de parler, de sourire, de lever les yeux. À quoi bon le monde entier semblait conspirer pour me réduire au silence? Mais le pire outrage, celui qui a fait bouillir ma rage jusqu'à l'explosion, est venu un soir d'hiver, sous un ciel gris et lourd. James, ivre et délirant, m'a traîné hors de la maison, dans la cour, devant Mme Clara, qui était venue apporter un panier de légumes pourrissants, comme si elle nous faisait une faveur. Il m'a forcé à m'agenouiller dans la boue glacée, hurlant que j'étais une menteuse, une pécheresse qui inventait des histoires pour le détruire. « Confesse-toi, petite diablesse » a-t-il crié, sa voix résonnant dans la nuit. « Madame Clara. » Au lieu de m'aider, Harry, un rire cruel qui me transperçait. « Elle a toujours été une gamine à problème. Celle-là, » a-t-elle dit, ses yeux brillants de mépris. J'étais là, tremblante, humiliée, la boue collante à mes genoux, tandis que mon propre père me traitait comme un animal et que cette femme, qui aurait dû me protéger, se moquait de ma douleur. Cette scène, cette injustice, aggravait une fureur indélébile dans mon cœur. Je jurais, en silence, que je ferais payer à James, à Clara, à tous ceux qui détournaient les yeux. Un autre personnage est entré dans notre enfer, le pasteur Green, un homme imposant avec une voix grave qui prêchait la rédemption le dimanche, mais qui semblait incapable de voir le péché sous son nez. Je lui ai parlé un jour, après la messe. Mes mains tremblantes, alors que je murmurais « Papa fait des choses mauvaises ». Il m'a regardée avec une pitié condescendante, posant une main lourde sur mon épaule. « Ma fille, ton père est un homme tourmenté par la maladie. Ne l'accuse pas de péché imaginaire. Prie pour lui, c'est tout ce que tu peux faire. » Sa réponse m'a révulsée. En larmes. Lui, un homme de Dieu, choisissait de protéger un monstre plutôt qu'une enfant. Sa lâcheté a attisé ma rage, me convainquant que je ne pouvais compter sur personne d'autre que moi-même. Le monde entier semblait conspirer pour me garder prisonnière de cet enfer. Tim, lui, sentait que quelque chose n'allait pas, mais il était trop jeune pour comprendre. Il voyait mes larmes, ma peur quand James s'approchait, et il pleurait en silence, me demandant pourquoi je tremblais. Je l'envoyais chez Mme Clara aussi souvent que possible, inventant des excuses, nettoyer la maison, aider papa pour le garder loin de ce cauchemar. Mais chaque fois que je le voyais partir, je craignais que James ne s'en prenne à lui aussi. Cette pensée me rendait malade, alimentant une colère qui devenait ma force, ma raison de survivre. Je ne pouvais pas laisser mon petit frère devenir une victime comme moi. Je devais agir. Une nuit, alors que James dormait, son ronflement résonnant comme une tempête, j'ai pris une décision qui aurait pu me détruire. Dans l'armoire de la cuisine, cachée derrière des bocaux poussiéreux, il y avait une bouteille de poison à rats, avec un dessin de tête de mort sur l'étiquette. Maman l'avait toujours gardée hors de portée. Craignant que nous y touchions par accident, je l'ai tenue dans mes mains tremblantes, sentant le poids de ce que j'envisageais. J'avais 11 ans, mais l'enfance m'avait quitté cette nuit pluvieuse où le sang de maman avait coulé. Le plan était simple. James buvait son café noir tous les matins, fort et sucré. Le goût amer du poison passerait inaperçu. Tout serait fini.
Tim et moi pourrions fuir. Dire qu'il avait eu une crise, qu'il était tombé. Tout le monde savait qu'il était instable. Personne ne douterait de nous, mais alors que je tenais la bouteille, prête à verser la mort dans sa tasse, une sensation étrange m'a envahie. J'ai cru sentir l'odeur du parfum bon marché de maman, celui qu'elle portait pour aller à l'église. Une voix, peut-être la sienne, peut-être ma conscience, a murmuré « Ce n'est pas la solution, ma chérie ». Mes mains ont tremblé, et j'ai reposé la bouteille, pleurant en silence. Tuer James aurait fait de moi un monstre comme lui, et je refusais de lui donner ce pouvoir. Mais cette nuit-là, quelque chose s'est éveillé en moi, une détermination féroce, une rage qui ne demandait qu'à exploser. Je ne serais pas une victime pour toujours. Je devais être intelligente, patiente, attendre le bon moment. Ce moment est arrivé plus tôt que je ne l'espérais, sous une forme que je n'aurais jamais imaginée. Le lendemain matin, alors que je préparais le café, regardant par la fenêtre l'endroit où maman était enterrée, une clarté m'a envahi. Le poison n'était pas la réponse, mais la vérité l'était. La vérité, enfouie dans notre cour, dans le sang de ma mère, dans les horreurs que James m'infligeait, j'avais trouvé une arme plus puissante que n'importe quelle lame, le courage de parler. Le shérif Thompson venait tous les premiers lundis du mois pour vérifier les familles isolées. Une nouvelle initiative du gouvernement. Sa visite était dans 2 jours. Pendant ces 2 jours, j'ai joué le jeu mieux que jamais. J'ai souri à James, préparé ses repas, évité de tressaillir quand il s'approchait. Il m'observait, méfiant, ses yeux troubles comme un ciel de rage. « T'es différente, petite. Qu'est-ce qui te prend ?» a-t-il grogné. « Rien, papa. Je veux juste aider, comme maman le faisait. » Il a semblé me croire. Ou peut-être était-ce plus facile pour lui de faire semblant. Mais la nuit, quand il venait dans ma chambre, je laissais mon corps endurer, ravalant mes larmes, mon dégoût, comptant les heures jusqu'à l'arrivée du shérif. J'avais trouvé un trésor caché, le collier de perles bleues de maman, celui qu'elle portait toujours, un cadeau de sa grand-mère. Je l'avais découvert sous une planche dans la remise, là où elle cachait parfois des choses précieuses. Ce collier serait ma preuve, ma vérité. Je l'ai gardé près de moi, comme un talisman, me rappelant que je ne faisais pas ça seulement pour moi, mais pour Tim, pour maman, pour toutes les victimes que personne n'écoutait. Ma rage grandissait, nourrie par chaque injustice, la cruauté de James, le rire de Madame Clara, le mépris de Mrs. Evans, l'hypocrisie du pasteur Green. Ils avaient tous choisi de fermer les yeux, mais moi, je les forcerais à regarder. Le lundi matin, j'ai envoyé Tim chez Madame Clara, prétextant que nous allions nettoyer le poulailler. J'attendais près de la grille, le cœur battant si fort que je craignais qu'il n'explose. Quand le shérif Thompson est arrivé, monté sur son cheval brun, j'ai su que c'était ma chance. « Bonjour, shérif », ai-je dit, ma voix tremblante mais ferme. Papa dort encore. Il a eu une crise hier, mais j'ai quelque chose à vous montrer. Un secret. Il m'a regardé, son visage sérieux, et a mis pied à terre. Quel genre de secret? Petite, j'ai pris une grande inspiration, sentant la rage et le courage se mêler dans ma poitrine. C'est à propos de ma mère. Elle n'est pas à Louisville. Venez avec moi, et je l'ai conduit vers la cour, vers la vérité, vers la fin de mon silence. Le cœur battant à tout rompre, je conduisis le shérif Thompson à travers la cour boueuse, vers l'endroit où la terre gardait le secret de ma mère, un tombeau improvisé derrière le poulailler. À 11 ans, j'étais une enfant brisée, mais ma rage, une flamme inextinguible, me donnait la force de briser le silence, mes mains tremblantes, tenant le collier de perles bleues de maman, une preuve irréfutable de l'horreur que j'avais vécue. J'avais vu mon père, James, tuer ma mère, Mary, et profaner mon innocence nuit après nuit. J'avais enduré les rires cruels de Madame Clara, le mépris de Monsieur Evans, l'hypocrisie du pasteur Green, et l'indifférence d'un monde qui refusait d'écouter une fillette.
Mais ce jour-là, je ne serai plus une victime. Ma voix, alimentée par une colère qui brûlait comme un feu de forêt, allait faire tomber le monstre si cette histoire vous secoue. Je vous implore de laisser un commentaire avec le mot « courage » pour montrer que vous entendez ma douleur. Appuyez sur « j'aime » pour que cette vérité déchire le voile du silence qui protège les bourreaux. Votre soutien est une lueur dans les ténèbres de ma mémoire. Je pointais du doigt le monticule de terre, encore visible malgré le temps. C'est là, dis-je. Ma voix ferme malgré les larmes qui menaçaient de couler. Ma mère est là-dessous. Papa l'a tuée. Un soir de tempête, avec le pylône en bois. Je l'ai vu. Le shérif Thompson, un homme robuste aux cheveux grisonnants, pâlit. Il me fixa, puis regarda la terre, puis revint vers moi. Tu es sûre? Petite. C'est une accusation grave. Je hochai la tête, lui tendant le collier de perles bleues. C'était à elle. Elle le portait toujours. Elle est là, enveloppée dans un drap à fleurs, creusée, et vous verrez. Son visage se durcit, et il appela 2 adjoints qui l'accompagnaient. Ils commencèrent à creuser, la terre humide cédant sous leurs pelles. Chaque coup résonnait comme un battement de cœur, amplifiant ma rage contre James, contre tous ceux qui avaient détourné les yeux. Le pire outrage, celui qui fit exploser ma colère comme une tempête, vint alors que les pelles touchaient quelque chose de dur. Madame Clara, alertée par le bruit, apparut à la clôture, son visage tordu par la curiosité malsaine. « Qu'est-ce que cette gamine raconte encore » cria-t-elle. Sa voix perçante comme un couteau. Elle invente des histoires. Comme toujours, ses mots me transpercèrent, ravivant l'humiliation de cette nuit où elle avait ri de moi. Agenouillée dans la boue. « Taisez-vous » hurlai-je. Ma voix brisant le silence de la cour. Vous saviez. Vous avez vu les bleus de ma mère. Vous avez entendu ses cris, et vous n'avez rien fait. Le shérif me lança un regard, mais ne dit rien. Puis, un cri d'un adjoint. Mon Dieu! Ils avaient trouvé le drap à fleurs, taché de sang séché, et le corps de maman, encore reconnaissable grâce au collier autour de son cou. La foule qui s'était rassemblée, voisins, curieux, même le pasteur Green, murmura, horrifié. Mais Clara, cette vipère, osa murmurer, c'est la faute de cette gamine, elle a dû provoquer son père. Ma rage explosa. Je me tournai vers elle, les poings serrés, et criai « Vous êtes aussi coupable que lui. Votre silence l'a laissé faire. » James se réveilla, au bruit des pelles et des voix. Il sortit en titubant, les yeux fous, hurlant. Les voix m'ont dit de le faire, ce n'était pas moi. Sa confession, délirante mais claire. C'est là son sort. Les adjoints l'arrêtèrent, mais le pasteur Green, cet hypocrite en robe noire, osa intervenir. C'est contre la volonté de Dieu d'accuser un homme malade, tonna-t-il, sa voix résonnant comme un sermon. Cette phrase, cette tentative de protéger un monstre, me rendit folle de rage. Et où était votre Dieu quand il tuait ma mère? Quand il me touchait la nuit, hurlai-je. Ma voix brisant la foule en deux, des murmures s'élevèrent, certains voisins pleurant, d'autres détournant le regard. Honteux, le shérif, lui, ordonna qu'on emmène James. 3 jours plus tard, il fut retrouvé dans une grotte près du ruisseau, délirant, confessant non seulement le meurtre de maman, mais aussi les horreurs qu'il m'avait infligées. Il fut emprisonné, et des années plus tard, j'appris qu'il était mort dans une rixe en prison, tué par des détenus qui avaient découvert ses crimes contre sa propre fille. Je n'ai rien ressenti, ni joie, ni tristesse, juste un vide là où ma colère avait brûlé si fort. Tim et moi fûmes envoyés à Cincinnati chez tante Laura, la sœur de papa, une femme que nous ne connaissions pas. Laura était une infirmière, célibataire, forte, différente des femmes de Willow Creek. Elle portait des pantalons, conduisait sa propre voiture et parlait sans peur. « Le sang, c'est le sang », dit-elle en nous accueillant. 2 enfants effrayés avec un baluchon de vêtements. Elle n'avait jamais voulu d'enfants, mais elle nous ouvrit les bras comme si nous étions sa raison de vivre. À Cincinnati,
loin de la boue et des fantômes de Willow Creek. J'ai commencé à respirer à nouveau. Mais les cauchemars ne me quittaient pas. Chaque nuit, je revoyais le sang de maman, sentais les mains de James sur moi. Laura ne perdait jamais patience. Elle s'asseyait à mon chevet, allumant la lumière, et restait jusqu'à ce que je m'apaise. Ce que tu as vécu est une abomination. Sarah, disait-elle, franche, mais tu es plus que ça. Un jour, cette douleur ne sera qu'une cicatrice. Je ne la croyais pas encore. Comment surmonter un tel enfer, mais sa force, sa présence, était un baume sur mes blessures. Un autre outrage vint raviver ma colère. Même dans ce nouveau refuge, à l'école de Cincinnati, une enseignante, Madame Dubois, remarqua mon comportement distant, mes sursauts quand on me touchait. Elle me prit à part, ses yeux pleins de pitié. « Sarah, as-tu des problèmes à la maison ?» demanda-t-elle. J'ai hésité, puis murmuré. « Ce n'est pas maintenant. » C'est ce que mon père a fait. Elle m'écouta, mais le lendemain, elle me dit « Parfois, les enfants exagèrent. Tu es en sécurité maintenant. Oublie le passé. » Son refus de reconnaître ma douleur, son ton condescendant, rallumèrent ma rage. Pourquoi personne ne voulait-il entendre la vérité? Pourquoi étais-je toujours celle qui devait se taire? Cette injustice me poussa à me jurer de ne plus jamais laisser quiconque minimiser mon histoire. Laura, elle, ne me laissait pas m'enfoncer. Elle m'inscrivit à une bonne école, trouva une psychologue, le docteur Ellis, une femme douce mais perspicace qui m'aida à affronter mes démons. Le traumatisme vit dans ton corps, Sarah, expliqua-t-elle. Mais tu peux apprendre à le dompter. Avec elle, j'ai pleuré des larmes que je pensais taries. J'ai hurlé ma colère contre James, contre Clara, contre Green, contre tous ceux qui m'avaient abandonnée. J'ai appris à nager, à jouer du piano, à peindre, des activités pour reconstruire des souvenirs sur les ruines de l'ancien. Tim, lui, s'épanouissait, courant dans les rues avec d'autres garçons, jouant au baseball, revenant avec des genoux écorchés et des histoires à n'en plus finir. À 15 ans, j'ai décidé de devenir enseignante. Inspirée par Madame Stevens, mon ancienne professeure à Willow Creek, qui avait vu ma détresse sans savoir comment aider. Je voulais être celle qui tendrait la main aux enfants silencieux, ceux que personne n'écoutait. À 18 ans, je commençais à enseigner dans une école de quartier pour les tout-petits. Voir leur visage s'illuminer en apprenant était une lumière dans mes ténèbres. Puis j'ai rencontré David, un veuf père d'un garçon de 5 ans, Paul, lors d'une fête scolaire. Il était doux, patient, et quand je lui ai raconté mon passé, il a pleuré avec moi, tenant mes mains avec délicatesse. Ce qui compte, c'est qui tu es aujourd'hui. Sarah, dit-il, tu es la femme la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Nous nous sommes mariés un dimanche de printemps, et avec Paul et notre fille, Claire, née 3 ans plus tard, nous avons formé une famille que je n'aurais jamais cru possible. En tenant Claire dans mes bras, j'ai juré qu'aucun monstre ne la toucherait jamais, que je la protégerais toujours. Ma rage, canalisée, devint une force pour aimer, pour protéger, pour reconstruire. Mais les cicatrices ne disparaissent jamais complètement. À 50 ans, alors que j'enseignais en 3e année, un nouvel élève, un garçon maigre, aux yeux effrayés, arriva avec des marques de doigts sur les bras. En les voyant, je fus ramenée à Willow Creek, sentant les mains de James sur moi. Je m'évanouis en classe, submergée par les souvenirs. Cet incident me força à affronter ce que j'avais enfoui. Avec le Dr. Ellis, je revis les horreurs, la colère, la culpabilité. J'ai appris à pardonner à maman, à moi-même, mais pardonner à James restait un combat. À 60 ans, j'ai raconté mon histoire à Claire et Paul. Ils m'ont serré dans leurs bras, pleurant, me traitant non plus comme une mère, mais comme une survivante. « Pourquoi ne nous as-tu rien dit ?» demanda Claire. « Je voulais vous protéger, » répondis-je, et peut-être avais-je honte. Paul, bouleversé, dit « Tu es une survivante. Maman,
Ce mot, survivante, a changé ma vision de moi-même. Ma rage trouva un nouveau but. Je commençai à parler dans des groupes de soutien pour femmes victimes de violences, à donner des conférences dans des écoles sur les signes d'abus. Chaque témoignage allégeait mon fardeau, transformant ma douleur en force pour aider les autres. À 70 ans, une journaliste me contacta pour un documentaire. Voix du silence. Malgré ma peur, j'acceptais, pensant aux enfants qui pourraient être sauvés. Relater mon histoire devant des caméras fut déchirant, mais libérateur. Le documentaire gagna des prix, fut diffusé dans des écoles, des universités, des commissariats. J'ai reçu des centaines de lettres, dont une d'une femme de 85 ans. Chère Sarah, je n'ai jamais parlé de ce que mon beau-père m'a fait à 12 ans. Après vous avoir entendu, j'ai tout dit à ma fille. Vous m'avez libérée. Ces mots, cette vérité partagée, étaient ma victoire sur James, sur le silence, à 76 ans. Assise sur mon porche à Cincinnati, je regarde le monde, si différent du chemin de terre de mon enfance. Ma rage, autrefois un feu destructeur, est devenue une flamme qui éclaire. J'ai parlé récemment à l'école de Claire, formant des enseignants à repérer les abus. Une jeune femme m'a demandé « Comment ne pas devenir amère après tout ça ?» J'ai répondu « Chaque matin, j'ai choisi laisser la haine me définir ou utiliser ma douleur pour construire quelque chose de meilleur. Ce n'était pas facile, mais je refusais de donner à mon père le pouvoir de me détruire. Même mort. Ma vie, pleine de cicatrices, est aussi pleine d'amour pour David, mort d'un cancer il y a des années, pour Claire, enseignante comme moi, pour Paul, ingénieur et père de mes petits-enfants, pour Tim, devenu pédiatre, avant de succomber à Alzheimer. Ma colère m'a sauvée, m'a poussé à parler, à aider, à vivre. Si vous êtes un enfant prisonnier d'un cauchemar, sachez que ce n'est pas votre faute. Votre voix compte. Cherchez de l'aide jusqu'à ce qu'on vous écoute. Et si vous êtes un adulte portant un secret, il n'est jamais trop tard pour guérir. Le silence protège les monstres. La vérité les détruit. Ma rage m'a appris cela, et je l'offre au monde, espérant que mon histoire soit une lumière pour ceux qui errent dans l'obscurité. L'histoire de Sarah Johnson, une femme de 76 ans qui a survécu à un cauchemar d'enfance marqué par la violence, le meurtre et l'abus, est une tempête d'émotions qui secoue l'âme. En tant que Française, élevée dans une culture où l'on valorise l'expression des sentiments et la quête de justice sociale, je ne peux qu'être bouleversée par la résilience et la rage de Sarah, qui transforment une tragédie personnelle en un cri universel pour la vérité. Cette histoire, ancrée dans la douleur, mais illuminée par le courage, m'a poussée à réfléchir profondément sur les leçons qu'elle offre et sur la manière dont elles peuvent être appliquées dans nos vies, dans l'esprit de la culture française qui chérit la solidarité, l'introspection et l'engagement. D'abord, l'histoire de Sarah m'a frappée par sa brutalité et l'injustice qu'elle révèle, la violence de son père, James, et la complicité silencieuse de figures comme Madame Clara ou le pasteur Green m'ont empli d'une colère viscérale. En France, où l'on débat passionnément de la justice et des droits humains. Cette indifférence des adultes face à la souffrance d'une enfant est un rappel cinglant des failles de nos sociétés. Cela m'a fait penser aux affaires médiatisées, comme celles dénoncées lors des mouvements MeToo, où les victimes ont dû briser des murs de silence pour être entendues. La leçon ici est claire, nous devons écouter, croire et agir lorsque quelqu'un, surtout un enfant, demande de l'aide. Dans ma vie, cela se traduit par une vigilance accrue envers les signaux de détresse autour de moi, un regard fuyant, un silence inhabituel et un engagement à ne jamais détourner les yeux. Même si la vérité est inconfortable, ensuite, la rage de Sarah, loin d'être destructrice, devient une force de reconstruction. Dans la culture française, où l'on célèbre les héros qui se relèvent, comme Jean Valjean dans Les Misérables ou les résistants de la Seconde Guerre mondiale, la transformation de Sarah
d'une victime à une survivante, est inspirante. Elle canalise sa colère pour devenir enseignante, épouse, mère et militante, prouvant que la douleur peut être transformée en action positive. Cette leçon m'invite à réfléchir à mes propres frustrations, peut-être une injustice au travail ou une déception personnelle, et à les utiliser comme carburant pour créer du changement. Que ce soit en m'engageant dans une cause ou en soutenant ceux qui souffrent, en France, où les manifestations et l'activisme social sont ancrés dans l'histoire. Cette idée résonne profondément la colère, lorsqu'elle est guidée, peut bâtir des ponts. Un autre aspect poignant est le rôle de tante Laura, qui offre à Sarah et Tim un refuge. Cela reflète une valeur française essentielle, la solidarité familiale et communautaire. Dans notre culture, où l'on chérit les liens familiaux et l'entraide, pensons aux repas de famille interminables ou aux associations locales. Laura incarne cette main tendue qui sauve. La leçon ici est que nous avons tous le pouvoir d'être une Laura pour quelqu'un. Dans ma vie, cela signifie être présente pour mes proches, mais aussi pour des inconnus, peut-être en faisant du bénévolat dans des centres d'accueil ou en écoutant un collègue en difficulté. Cela m'a aussi rappelé l'importance de la psychologie, un domaine respecté en France. Comme le montre le travail du Dr Ellis avec Sarah, chercher de l'aide professionnelle n'est pas une faiblesse, mais un acte de courage. Une leçon que je veux appliquer en normalisant les discussions sur la santé mentale autour de moi. Enfin, la décision de Sarah de partager son histoire dans un documentaire, malgré la douleur, est un acte de bravoure qui résonne avec l'idéal français de liberté d'expression. En France, où l'on célèbre les écrivains et les penseurs qui osent dire la vérité, comme Émile Zola avec son « J'accuse ». Le choix de Sarah de briser le silence est puissant. Elle nous enseigne que parler, même des vérités les plus sombres, peut libérer non seulement soi-même, mais aussi d'autres victimes. Cela m'incite à être plus audacieuse dans mes propres prises de parole, que ce soit pour dénoncer une injustice ou partager une expérience personnelle pour aider autrui. Cela me pousse aussi à soutenir les plateformes qui donnent la parole aux survivants, comme les associations de lutte contre les violences domestiques. En conclusion, l'histoire de Sarah Johnson est un miroir des luttes humaines, mais aussi un phare d'espoir. Elle nous apprend à écouter les victimes, à transformer la colère en action, à offrir un refuge aux plus vulnérables et à briser le silence par la vérité. Dans l'esprit français, où l'on valorise la justice, la solidarité et l'expression, ces leçons sont des appels à vivre avec courage et compassion. Appliquons-les en étant des alliés, des défenseurs, des bâtisseurs d'un monde où aucun enfant ne doit crier dans le vide. Si l'histoire de Sarah vous a touché, montrez votre soutien cliquez sur « J'aime » pour que ce message de courage atteigne d'autres cœurs. Partagez cette vidéo pour briser le silence autour des victimes d'abus. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits de résilience et laissez un commentaire avec le mot « courage » pour montrer que vous êtes avec nous dans cette lutte pour la vérité et la justice. Ensemble, faisons entendre les voix qui ont été trop longtemps étouffées. L'histoire de Sarah Johnson, une femme de 76 ans qui a traversé un cauchemar d'enfance marqué par la violence, le meurtre et l'abus, est une tornade émotionnelle qui ébranle jusqu'au plus profond de l'âme. En tant que Française, imprégnée d'une culture où l'expression des sentiments, la quête de justice sociale et la solidarité communautaire sont des piliers. Je ressens une profonde admiration, mêlée d'une colère bouillonnante face à l'histoire de Sarah. Ce récit, ancré dans une douleur insoutenable, mais illuminé par une résilience héroïque, m'a bouleversée et poussée à réfléchir intensément sur les leçons qu'il offre et sur la manière de les appliquer dans nos vies, dans l'esprit français qui valorise l'engagement, l'introspection et la défense des opprimés. Cette réflexion, riche en émotions, s'inscrit dans une tradition française de dialogue passionné sur la condition humaine, où l'on cherche à comprendre, à guérir et à transformer.
Le premier choc de cette histoire est sa brutalité crue. La scène où Sarah, à peine âgée de 10 ans, voit sa mère Mary assassinée par son père James, sous l'emprise d'une crise d'épilepsie aggravée par l'alcool et la paranoïa, est insupportable. Le sang sur la table de la cuisine, le pilon taché de rouge, l'image de cette fillette pétrifiée par l'horreur. Tout cela m'a noué l'estomac. En France, où nous avons une sensibilité aiguë pour les tragédies humaines, souvent explorées dans notre littérature et notre cinéma, comme dans les œuvres de Victor Hugo ou les films de François Ozon, cette scène évoque une injustice viscérale. Ce qui m'a le plus révoltée, c'est l'indifférence des adultes autour de Sarah McLaren, avec son rire cruel, le pasteur Green, avec son hypocrisie religieuse, et Evans, l'enseignant qui rejette ses appels à l'aide. Cette complicité par le silence est un outrage qui résonne avec les débats français sur la responsabilité collective. Comme dans les affaires de violence familiale médiatisées. La leçon ici est implacable. Nous devons écouter les enfantes, croire leurs paroles, même quand elles dérangent. Dans ma vie, cela signifie être attentive aux signaux subtils, un regard fuyant, un silence pesant et agir. Que ce soit en signalant une situation suspecte ou en offrant un espace sûr pour parler. En France, où les associations comme Enfance et Partage luttent pour protéger les mineurs. Cette vigilance est un devoir citoyen. La rage de Sarah, loin de la détruire, devient une force motrice. Cette transformation m'a profondément touchée, car elle incarne un idéal français, celui du héros ou de l'héroïne qui se relève des cendres, comme Jeanne d'Arc ou les figures littéraires de Zola. Sarah canalise sa colère pour devenir enseignante, épouse, mère et militante, prouvant que la douleur peut être une source de création. Cette idée résonne avec la culture française, où les manifestations et les mouvements sociaux, comme ceux de mai 68, montrent que la colère, lorsqu'elle est dirigée, peut changer le monde. Pour moi, cette leçon m'invite à transformer mes propres frustrations, qu'il s'agisse d'une injustice au travail, d'une inégalité sociale ou d'une blessure personnelle, en action positive. Par exemple, je pourrais m'engager dans une association locale, écrire pour sensibiliser, ou simplement tendre la main à quelqu'un en souffrance. Sarah m'a appris que la rage, bien canalisée, est une énergie de vie, une force pour bâtir des ponts là où il n'y avait que des ruines. Un autre aspect qui m'a marqué est le rôle de tante Laura, qui offre à Sarah et Tim un refuge à Cincinnati. Dans la culture française, où la famille est un pilier, pensons aux longues tablées des repas dominicaux ou aux récits de solidarité pendant les crises, Laura incarne l'espoir et la générosité. Elle n'était pas préparée à être mère, mais elle accueille ses enfants brisés comme s'ils étaient sa mission. Cette solidarité m'a rappelé des initiatives françaises, comme les réseaux d'entraide dans les quartiers ou les associations caritatives comme Secours populaire. La leçon est que chacun de nous peut être une Laura, un refuge pour quelqu'un dans le besoin. Dans ma vie, cela se traduit par des gestes concrets, offrir mon temps à un ami en crise, faire du bénévolat dans un centre pour enfants, ou simplement écouter sans juger. Laura m'a aussi rappelé l'importance de la psychologie, un domaine respecté en France, où des figures comme Boris Cyrulnik ont popularisé la résilience. Le travail de Sarah avec le Dr Ellis montre que chercher de l'aide professionnelle est un acte de courage. Une leçon que je veux appliquer en encourageant mes proches à parler de leur santé mentale sans honte. L'acte de bravoure ultime de Sarah, partager son histoire dans le documentaire Voix du silence, est un écho à la tradition française de liberté d'expression, incarnée par des figures comme Voltaire ou Simone Veil. En France, où l'on célèbre ceux qui osent dire la vérité, même au prix de la douleur. Le choix de Sarah de parler publiquement est héroïque. Elle transforme sa souffrance en un outil pour libérer d'autres victimes. Comme cette femme de 85 ans qui, après 73 ans de silence,
a trouvé le courage de parler grâce à Sarah. Cette leçon m'incite à être plus audacieuse dans mes prises de parole, que ce soit pour dénoncer une injustice dans mon entourage ou pour partager une expérience personnelle qui pourrait aider quelqu'un. Cela me pousse aussi à soutenir les plateformes qui amplifient les voix des survivants, comme les podcasts ou les campagnes contre les violences domestiques. Sarah m'a appris que la vérité, même douloureuse, est une arme puissante pour guérir et inspirer. Enfin, l'histoire de Sarah m'a confrontée à la question de l'amertume. Comment ne pas succomber à la haine après tant d'horreur? Sa réponse, choisir chaque jour de ne pas laisser le passé définir son avenir, est une leçon universelle, mais particulièrement poignante dans une culture française où l'on valorise la réflexion philosophique sur le sens de la vie. Sarah incarne cette idée que la résilience est un choix actif, un combat quotidien. Cela me pousse à réfléchir à mes propres blessures, des échecs, des trahisons, et à choisir de les transformer en force plutôt qu'en rancune. En France, où l'on aime débattre de la condition humaine autour d'un café ou dans les pages d'un roman. Cette leçon est un rappel que nous avons le pouvoir de réécrire notre histoire. En conclusion, l'histoire de Sarah Johnson est un cri de rage et d'espoir, un miroir des luttes humaines et un appel à l'action. Elle nous enseigne à écouter les victimes, à transformer la colère en changement, à offrir un refuge et à briser le silence. Dans l'esprit français, où l'on chérit la justice, la solidarité et l'expression. Ces leçons sont des guides pour vivre avec courage et compassion. Appliquons-les en étant des alliés, des défenseurs, des bâtisseurs d'un monde où aucun cri d'enfant ne reste ignoré. Si l'histoire de Sarah vous a ému, agissez maintenant. Cliquez sur « J'aime » pour que ce message de courage touche d'autres âmes. Partagez cette vidéo pour briser le silence qui protège les bourreaux. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits de résilience et laissez un commentaire avec le mot « courage » pour montrer que vous soutenez cette lutte pour la vérité. Ensemble, faisons entendre les voix des survivants et construisons un monde plus juste.